Merci d'être au rendez-vous de ce deuxième plénière de la journée. Je suis Cécile Pelletier, je vais animer cette plénière avec, comme vous venez de l'entendre, Alain Roumillac, que je vais tout de suite appeler pour me rejoindre, puisqu'on a déjà un petit peu de retard. Donc, qui est président de Manpower Group depuis 2012 et qui est également, on peut le dire quand même, vice-président d'une fondation, la fondation FAS, qui lutte contre l'exclusion. Je tiens à le préciser parce que ça va sans doute nourrir quelques valeurs de nos échanges. Le marché de l'emploi, le basculement, ça c'est un terme. Ce n'est pas celui qu'on entend actuellement le plus. On sait qu'en Bretagne, on a le taux de chômage le plus bas de France. Et on sait aussi que Manpower vous affichez à peu près de 10 à 30% de croissance en termes de travail intérimaire. Alors, première question, Monsieur Roumillac, elle est simple. Il y a une différence entre la grande démission des États-Unis et les 2 millions de travailleurs qui ont quitté le monde du travail, et puis le phénomène qui se passe en France que vous avez préféré appeler le basculement. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc aux États-Unis, on a beaucoup parlé, et d'ailleurs, en sortie de Covid, il y avait jusqu'à 5 millions de personnes qui avaient quitté le marché de l'emploi. Effectivement, et aujourd'hui, on reste avec 2 millions d'emplois de moins qu'avant la crise, alors qu'ils sont aussi à des taux de chômage qui sont historiquement bas. Donc les gens ont quitté le marché de l'emploi et voilà, considérant qu'ils avaient mieux à faire ailleurs et sans doute qu'ils avaient aussi les moyens pour pouvoir le faire. Donc en France, on s'est rendu compte en sortie de Covid qu'il y avait un certain nombre de problématiques, et entre autres parce que ce soit nous-mêmes ou nous-mêmes pour nos entreprises clients ou l'ensemble des entreprises, avions des difficultés pour recruter. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc, premier phénomène pour répondre à votre question, aujourd'hui, il y a une différence entre la France et les États-Unis, c'est que le taux d'emploi des gens qui sont entre 18 et, je crois, et 65 ans n'a jamais été à un niveau aussi important en France. Donc, on a, au contraire, créé des emplois. Il y a plus de personnes qui sont en emploi. Et pourtant, on a des problématiques majeures de recrutement. Les attentes des salariés et des candidats ont changé. Et c'est pour ça qu'on a fait, nous, une étude pour essayer de comprendre ce qui se passait et pour pouvoir mieux adapter nos stratégies et pouvoir conseiller nos entreprises clientes sur ce qui se passait. Et cette étude, c'est ce qu'on a appelé le basculement, et c'est les enseignements de cette étude. Alors on va rentrer très en détail de cette étude parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin. Et ce qui est intéressant de rappeler aussi, c'est la pertinence de cette étude par rapport aussi, vous, au rapport de force que vous pouvez avoir sur le territoire. Alors Manpower, certes, est également présente aux États-Unis, où le siège, en tout cas le siège social, l'un des sièges sociaux est là-bas. Vous êtes quand même leader sur le marché du recrutement intérimaire, et donc c'était intéressant, de par votre maillage territorial, effectivement, d'aller vous nous chercher ces indicateurs, puisque votre métier, c'est quand même de trouver les compétences et les viviers de ressources humaines qu'il peut y avoir sur les territoires. On a, face aux enjeux de ce marché de l'emploi que vous venez rapidement de définir, il était important de faire des constats, certes, mais ce qui est intéressant dans cette étude dont on va parler, c'est les perspectives que vous offrez aux entreprises pour leur fournir un certain nombre de leviers, voir s'ils sont prêts à les activer pour certains, parce qu'on va le voir, il y a quand même quelques petites révolutions qui se préparent. Et vous aussi pouvoir répondre forcément à la demande de vos clients qui sont de les accompagner dans ce modèle. Ma première question, c'est un petit peu le périmètre de cette étude. Quand est-ce qu'elle a été commencée ? Parce que vous n'avez pas attendu le mois de juillet, évidemment, et ce phénomène de grande démission, en fait, il s'est amorcé il y a déjà quelques temps aux États-Unis. Voilà, il s'est amorcé... je vous dis, en sortie de Covid, il y a au moins 1 an et demi aux États-Unis. Donc nous, on a fait cette étude en début d'année et on l'a publiée juste avant les vacances. Et on a interrogé plusieurs dizaines de milliers de personnes pour essayer de comprendre justement quelles étaient leurs attentes. Et donc dans cette étude, on a classé les tendances. On a identifié une vingtaine de tendances qu'on a classées en 4 grandes, ce que je pourrais qualifier de macro-tendances. Donc la première,
c'est que, et je dirais, ces tendances ne sont qu'une accélération, et on dit souvent que le Covid, c'est une accélération d'un certain nombre de tendances précédentes. Je pense que ces tendances étaient déjà à l'œuvre avant la crise, simplement la crise les a accélérées. Le premier, c'est les attentes des candidats ont évolué de façon très significative, et essentiellement, et je vais le dire autour de deux sujets, le premier sujet, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et on le voit, et je pense que l'archétype de ce sujet-là, c'est le sujet de l'hôtellerie-restauration, des gens qui veulent plus travailler ou moins travailler le soir, le week-end. Mais c'est vrai pour l'ensemble des personnes. En tout cas, c'est une tendance extrêmement forte. Et la deuxième, c'est que je veux être traité pour qui je suis. Je veux qu'on ait du respect pour moi, qu'on tienne compte de mon avis, qu'on écoute ce que sont mes attentes et qu'on m'aide à me projeter. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est on s'est retrouvé dans une dynamique économique relativement forte. On a un sujet qui est lié aujourd'hui à un marché, une pénurie des talents dans bon nombre de domaines, dans bon nombre de territoires, parce que vous avez évoqué notre présence sur l'ensemble des territoires. Donc nous sommes présents sur 500 territoires au travers, entre autres, de nos 700 agences. Et la problématique des entreprises et la problématique des marchés d'emploi est différente de l'un à l'autre. Les demandes de compétences ne sont pas les mêmes, les taux de chômage ne sont pas les mêmes, donc il faut une adaptation à chaque fois. Bon, donc, mais sur la majorité des métiers et la majorité des bassins d'emploi, on a des tensions relativement fortes, donc ce qui crée un certain nombre de problèmes et fait que d'ailleurs, le rapport de force, c'est un peu inversé, il est plus en faveur du candidat qu'en faveur de l'entreprise, et donc ça nécessite que l'entreprise s'adapte à ce besoin-là. On parle de recrutement inversé, oui. Voilà, les chefs d'entreprise témoignent de ça, oui, effectivement. Troisième sujet, c'est une accélération des mutations. Donc, mutation digitale, mutation écologique. Donc d'abord, il faut que chaque entreprise comprenne ce qu'il faut qu'elle passe sur ces sujets-là. Et puis surtout, ça a comme conséquence une problématique aussi de changement dans les compétences dont les entreprises commencent à avoir besoin aujourd'hui, mais qui aura encore en plus un impact sur les compétences dont elles auront besoin demain. Donc comment est-ce que je vais gérer d'abord la mise en œuvre de ces stratégies, la gestion du changement à l'intérieur de mon entreprise, et comment je vais devoir adapter mes compétences par rapport à ces enjeux. Et la quatrième macro-tendance, je dirais globalement, c'est toutes les contraintes qui s'exercent sur l'entreprise et qui ne font qu'augmenter. Donc il y a le sujet, les critères ESG. Donc il y a une demande forte de la société, une demande forte des candidats, et demain c'est d'ici 2 ans, les entreprises, en commençant par les grandes, mais ça descendra sur les autres, on va devoir avoir un reporting extra-financier comme on a un reporting financier au travers d'un certain nombre d'indicateurs qui vont être capables de juger les entreprises sur l'engagement, sur les critères ESG. Et puis, l'environnement de risque dans lequel nous opérons ne fait que s'accentuer. Bon, on le voit sur le risque géopolitique, mais on le voit aussi, par exemple, sur le risque cyber. Et là encore, il faut que l'entreprise s'adapte par rapport à cela, et ça a un impact sur ses compétences. Donc voilà les 4 macro-tendances qu'on a identifiées et sur lesquelles il nous semble que les entreprises doivent devoir d'abord s'approprier ces sujets-là et ensuite y apporter une réponse. Et c'est celles qui apportent la réponse la plus pertinente qui ont le plus la capacité de retenir et d'attirer les talents. Alors ces difficultés, on le sent, comme vous l'avez dit, elles ont été exacerbées par la pandémie. Elles se sont actualisées et se sont accélérées dans le développement avec la pandémie. Maintenant, il y a certaines transitions, certains changements qui sont transitoires et d'autres qui sont des changements plus profonds qui vont rester. Moi, je pense que dans les changements qui vont rester, je pense que les attentes des candidats, mais qui sont globalement aussi sans doute des attentes de citoyens, je pense qu'ils vont rester et de façon structurelle.
Et sans doute que le fait que les gens veulent qu'on tienne plus compte d'eux-mêmes et ainsi de suite, voilà, c'est sans doute la continuation du fait qu'on va vers des sociétés qui sont plus individualistes, où chaque individu a besoin de se percevoir en tant que tel. Donc ces sujets-là vont rester importants. La notion de sens, le fait que les gens ont besoin de comprendre et d'accepter pour qui ils travaillent et ce qu'ils font, là encore, c'est une tendance de fond. Donc je pense que ces mouvements sociologiques sont vraiment là pour durer. Tout ce qui se passe sur les transitions, j'ai évoqué les transitions digitales, et puis on voit bien tout ce qui est en train de se passer sur les transitions écologiques. Ce sont des impacts importants. Alors, ça a souvent des impacts business, bien sûr, pour les entreprises qui vont devoir adapter leur business model, mais on voit bien qu'il y a une demande de plus en plus importante de candidats pour travailler pour des entreprises qui sont vertueuses sur ces sujets-là. Donc, autant de sujets et de tendances. Et puis, je vous évoquais tout à l'heure sur les sujets ESG, le fait que demain, on va y compris nous demander aux entreprises d'avoir un reporting extra-financier sur comment elles s'investissent sur ces sujets-là. Donc ça, c'est des tendances de fond. Après, sur la pénurie des compétences, on peut se poser la question, on peut se dire non, mais c'est temporaire, on va peut-être rentrer en récession. Bon, il y a au moins un phénomène, que je pense qu'il va continuer à durer. C'est un phénomène on avait vu une accélération du turnover sur ces derniers mois ou cette dernière année. Je pense que même si on rentrait en récession et si le marché du travail était un peu moins positif, on risque de continuer à avoir un taux de turnover important, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que la meilleure façon de faire augmenter leur salaire, c'était de changer d'entreprise. Alors, ce qui est nouveau aussi, par rapport à ce que vous dites, c'est justement que toutes ces aspirations, ces exigences, finalement, étaient plutôt du côté des cols blancs, et qu'aujourd'hui, à n'importe quel niveau de poste, on se retrouve avec les mêmes exigences. On disait que 7 employés sur 10 jugent qu'il est important de travailler avec des dirigeants en qui on a confiance, avec qui on partage les mêmes valeurs, qui tiennent compte du bien-être. Ça, c'est pour ça que je parlais de recrutement inversé, ce dont témoignent de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, cette forme managériale qui était peut-être un peu dirigée vers les cadres, considérant qu'ils avaient des talents différents des autres, finalement, est-ce que ce n'est pas une chose un peu logique, s'applique à l'ensemble des salariés de son entreprise? Alors, ça s'applique à l'ensemble des salariés d'entreprise, et je vais illustrer sur la population de nos intérimaires. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, ils choisissent chez qui ils vont aller travailler. Hier, sans doute que la préoccupation numéro 1, c'était d'aller travailler. Aujourd'hui, c'est bien sûr, j'ai besoin d'aller travailler, mais je ne veux pas aller travailler chez n'importe qui et je ne veux pas être traité n'importe comment. Et je prends un exemple souvent de boutade que j'ai eu déjà avec certains clients qui me disent, mais rendez-vous compte, sous prétexte qu'on aurait mal parlé à un intérimaire, il a posé le sac, il est parti, et en général ça se finit, et pourtant il a besoin de bosser. Oui, mais ça, seulement, c'est qu'au moment où il a pris sa décision, c'était plus important pour lui d'être traité comme il souhaitait être traité, ou en tout cas comme il a perçu être traité, plutôt que de devoir bosser. Voilà. Donc ça, ce sont des phénomènes qui sont un peu nouveaux et sur lesquels d'ailleurs un certain nombre d'entreprises ou de managers au sein des entreprises on commence à comprendre ce que sont ces phénomènes-là. Et si on veut réduire le taux de turnover, et que ce soit, je prends cet exemple pour nos intérimaires, mais je pense que c'est pareil sur des salariés permanents, eh ben, il faut être capable de comprendre ces tendances-là et d'adapter, y compris la gestion managériale des individus, et sans doute adapter des méthodologies qu'on utilisait sur des cadres et sur des populations qui étaient déjà relativement volatiles, et l'appliquer sur l'ensemble de la population de l'entreprise. Après, pour l'employeur, il y a 2 enjeux face à ce genre d'expérience. Il y a aussi le fait que le salarié peut aussi considérer les différents facteurs qui environnent son travail, c'est-à-dire où je loge, combien de temps je mets pour venir au travail. Et donc, dans votre étude, 49% des actifs sont prêts à changer d'entreprise pour gagner en bien-être. Quand on dit bien-être, on parle aussi de mobilité, d'habitat. Des entreprises installées
Je prends des exemples, mais à Saint-Malo, à Crozon ou à Quiberon, où il y a une valeur foncière extrêmement chère et qui vont se retrouver sur des lignes sur de l'agroalimentaire. Voilà, ça devient compliqué d'avoir un salaire bas, qui ne correspond pas en tout cas au prix du foncier sur place. Oui, et je pense que donc ça c'est une tendance assez majeure, et je vois nous en ce qui nous concerne, donc dans notre siège en région parisienne, la première raison aujourd'hui de démission, c'est j'ai trouvé un job plus près de chez moi. Donc et ça c'est bien sur ce sujet-là, équilibre vie privée, vie professionnelle. Et je vois bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dans le schéma que nous, on a mis en œuvre sur un certain nombre de nos activités, qui sont en train de se dire où est-ce que je dois localiser un certain nombre d'activités. Et ça peut être d'ailleurs des déchirements pour un certain nombre d'entreprises qui sont ancrées sur leur territoire, et de se dire, mais bon, ok, mais pourquoi j'ai envie de continuer à développer mon territoire, mais on n'arrive pas à trouver les candidats sur ce territoire, donc qu'est-ce que l'on fait? Donc nous, en ce qui nous concerne, je vais prendre 2 exemples. Donc, dans le groupe, on a une structure de services numériques qui s'appelle Experis. On a 4000 collaborateurs donc, qui, eux, sont en CDI. Donc, première tendance, et c'est pour ça que je vous dis, ces tendances, elles ne sont pas que d'aujourd'hui. On a transféré toutes nos activités qu'on avait, en particulier sur des centres de services en région parisienne. On les a toutes transférées, hormis une petite structure qu'on a absolument besoin d'avoir en région parisienne. On a tout transféré en région. Parce qu'on avait des difficultés à recruter et surtout à garder au niveau de salaire que l'on était capable de proposer pour ces postes-là en région parisienne, et turnover trop important. Et pourtant, on avait des clients parisiens qui disaient « Ah, mais vous allez vous éloigner de chez moi ». Et puis ils ont tous été très contents qu'on le fasse parce qu'ils ont eu une meilleure qualité de service. Et puis ici, dans cette région, donc cette équipe Experis, donc a 2 centres de services importants, surtout très important sur Rennes, où on a 500 collaborateurs qui travaillent beaucoup pour un grand opérateur télécom qui voulait, c'était gentil de sa part, nous donner plus d'activités, et on lui a dit pas à Rennes. Pas à Rennes, c'est pas possible, on ne réussira pas à trouver, à fidéliser suffisamment de personnes. Et donc on a profité, entre guillemets, de l'opportunité qu'on peut avoir de trouver des compétences à Lannion au moment des problématiques de Nokia. Et donc, on avait un tout petit centre embryonnaire, on avait 20 personnes, et on est monté à 150 personnes sur Lannion. Donc, on a fait en sorte que ce soit une extension de Rennes. Voilà. Et ça nous a permis, on a trouvé assez facilement les compétences. On a des taux de turnover qui sont moins importants. Donc, je pense que ce sujet de où est-ce que je localise mes activités en fonction de ce que sont les capacités de mon bassin d'emploi, ce sont des sujets très importants. Les capacités du bassin d'emploi, des taux de turnover que l'on peut avoir, et on voit qu'on a de nombreux clients avec lesquels on commence à avoir ce genre de discussion, qui nous disent, est-ce que vous pouvez me conseiller pour savoir où est-ce que je dois localiser ou, entre guillemets, délocaliser un certain nombre d'activités, parce que là où je suis, je n'y arrive plus. Donc, où est-ce que je peux trouver la compétence dont j'ai besoin sur des bassins d'emploi qui sont moins tendus ou sur lesquels, par exemple, pour revenir sur ce sujet, les gens auront besoin de faire moins de transport. Donc ça, c'est une tendance forte et sur laquelle, je crois que là encore, beaucoup d'entreprises sont en train de se lancer là-dessus, et un certain nombre d'autres vont devoir le faire, surtout lorsqu'on a des bassins d'emploi qui sont à peu près à sec. C'est une tendance en plus qu'on a déjà connue, parce que dans les années 60, les entreprises déjà se posaient ces questions-là, où s'installer en fonction du vivier, on va dire, d'emploi en fait. Donc on l'a connu, ça déjà. Ben, on l'a connu, c'est les usines qui se sont développées dans ce moment-là, sont venues dans les territoires, et ils ont embauché des gens qui quittaient le monde rural pour aller vers le monde industriel. Et moi je le vois d'ailleurs plutôt de façon positive, comme étant une opportunité de faire de l'aménagement du territoire et de faire en sorte, d'ailleurs, je vois bien, donc une tendance, en tout cas, beaucoup d'entreprises, comme ce que nous on a fait, de transférer en région des activités qui pouvaient être en région parisienne, ou là encore, comme on l'a fait sur notre exemple sur Rennes, des entreprises qui étaient éventuellement
sur des métropoles régionales et qui vont vers des métropoles de taille plus intermédiaire. Donc, voilà. Donc tous ces phénomènes-là, et je pense qu'on a bien vu aussi avec le Covid, beaucoup de gens qui voulaient s'éloigner des grands centres urbains. Donc je crois qu'en faisant ça, on répond à l'attente de la population et c'est plus facile pour les entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Ceci étant, ça nécessite des changements qui sont parfois majeurs, qui ne sont pas toujours simples, des fois certaines entreprises peuvent considérer que c'est impossible, mais en tout cas, ça doit être des scénarios qu'aujourd'hui, en tout cas, on conseille à un certain nombre de nos entreprises clientes d'étudier pour pouvoir répondre à leurs enjeux. Dans le deuxième axe que vous avez évoqué en introduction de vos propos, il y en a un autre qui est important aussi, c'est la pénurie des talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'offres en Bretagne qui ne sont pas pourvues. Oui, certes, il y a le phénomène de plein emploi, mais il y a aussi parfois les compétences qui ne sont pas là. Et ça veut dire aussi que là, dans le modèle d'entreprise, il va falloir passer, enfin certains l'ont évidemment commencé, à faire de la formation, monter en compétences. C'est aussi en interne que ça se joue, puisque les métiers changent par nécessité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à cause des GSE dont on parlait. Ouais. Alors, vous avez raison, et ça c'est associé à un mot, anticipation. C'est-à-dire que si les compétences n'existent pas au moment où on les cherche, il faut qu'on soit capable d'anticiper. Et donc, nous, on voit deux tendances sur lesquelles on accompagne les entreprises. La première, j'évoquais un certain nombre d'entreprises qui peuvent être amenées à se transformer. Et un certain nombre disaient, bon, j'ai des compétences obsolètes, je m'en sépare et j'embauche de nouvelles compétences. Mais si je n'arrive pas à embaucher de nouvelles compétences, il faut peut-être que je réfléchisse un peu plus sur la façon dont je fais évoluer mes compétences internes, de façon à ce que j'ai moins besoin de solliciter le marché extérieur. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il y a peut-être des métiers rares compliqués où finalement c'est compliqué de recruter, mais par contre, c'est peut-être plus facile de faire évoluer des gens en interne et de remplacer ces gens-là sur leurs compétences actuelles. Donc première tendance, une tendance on pourrait l'appeler, mais même si ça a une connotation relation sociale un peu qui a un peu dévoyé le concept, donc la gestion prévisionnelle des compétences. Voilà, donc c'est pour ça que nous utilisons plutôt le terme anglo-saxon, du workforce planning. Voilà, donc nous, on est en train d'augmenter nos capacités, la capacité de nos équipes conseils qui travaillent sur ces sujets-là pour accompagner les entreprises, pour dire quelles sont les compétences dont j'ai besoin demain et comment est-ce qu'en partant des compétences que j'ai aujourd'hui, je vais là où je dois aller demain, encore une fois, lié à l'évolution de mon business et à l'impact des deux transformations que j'ai déjà évoquées, transformation numérique, transformation digitale. Et puis, deuxième sujet, c'est quand je dois recruter, si sur mon bassin d'emploi, je n'ai pas les compétences directement intégrables, eh ben, ça veut dire qu'il faut que je commence par de la formation. Et donc, nous sommes un opérateur important de formation, donc nous ne formons pas nous-mêmes, nous sommes des ingénieristes, on va dire, de compétences, avec l'idée, c'est de dire bon, quels sont les besoins, quels sont les gens qui peuvent avoir le potentiel pour occuper ces emplois, moyennant une formation, et puis ensuite, c'est identifier, trouver ces profils-là, trouver la formation, si possible, trouver le financement. Il y a beaucoup de financement public, alors c'est compliqué à trouver, mais bon, c'est aussi presque un métier, de façon à être capable de former les gens. Simplement, ça nécessite quelques semaines, quelques mois d'anticipation, parce que entre le moment où vous allez recruter quelqu'un et que vous allez mettre en formation et le moment où il va être opérationnel, ça va nécessiter donc un certain temps. Bon. Maintenant, voilà, donc ça fait partie de l'ensemble des sujets qui sont aujourd'hui sur la table, entre autres des DRH. C'est quelle est ma stratégie, qu'est-ce que je peux avoir sur mon bassin d'emploi, qu'est-ce que je fais là éventuellement, qu'est-ce que je fais ailleurs, quelles sont les compétences que je peux avoir assez facilement, quelles sont celles sur lesquelles il faut que je travaille, est-ce que je m'associe avec d'autres pour créer le même type de compétences. Voilà. Et donc, d'avoir l'ensemble de ce sujet, de cette façon de workforce planning, d'anticiper ce qui peut se passer, avec toujours bien sûr un certain niveau de flexibilité, parce que
la vie n'est pas écrite et l'activité d'entreprise n'est pas écrite, mais en tout cas, ça fait partie des tendances fortes et on voyait, on discutait avec l'équipe, une demande de plus en plus forte justement sur ces sujets de formation. Nous, cette année, on a formé à peu près 50 000 personnes pour le compte de nos clients, que ce soit pour anticiper des besoins et former des gens qu'on va mettre en intérim, soit dans nos activités de recrutement pour les aider à recruter directement en CDI. Donc ce sujet de l'anticipation, ce sujet de l'adaptation, de savoir attirer mieux que d'autres les talents, c'est vraiment les sujets qui sont aujourd'hui à l'agenda des entreprises, des dirigeants, des DRH et de l'ensemble du management. Ce qui est intéressant et qui ressort de vos propos et de cette étude, cette fameuse entreprise 2.0 qu'on va dessiner un petit peu ensemble, c'est aussi que le manager d'entreprise va devoir aussi accepter que l'ère des générations est finie. On parle des générations Z, les millénials, c'est tout ça. Là, il n'y a plus de génération. Ce qu'on sait, vous disiez le chiffre, c'est que 69% là, les moins de 35 ans vont devenir une majorité des actifs de demain, enfin même demain, là pour le coup le mot se dit bien dans sa réalité temporelle. Et il y a une vraie appétence des jeunes pour les formations. Et si on veut attirer les talents, c'est une chose. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est de les retenir. Alors, c'est bien sûr de les retenir. Sans doute qu'ils ont, pour en tout cas un certain nombre d'entre eux, parce que quand on dit les jeunes, il y a différentes segmentations de la population. Chaque fois, et dans mon propos, ce qu'il faut retenir, c'est une tendance globale, après qui s'applique de façon potentiellement un petit peu différente. Mais vous avez raison, s'applique sans doute aussi cette notion un peu quelque part de zapping. Et quelque part, vous avez une tendance, en tout cas sur certaines populations, il faut faire très attention à l'ennui. J'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Bon, dans ce cas-là, je ne suis pas obligatoirement mal dans l'entreprise, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'autres horizons. Donc ça, si on veut fidéliser ces gens-là, il faut être capable, à l'intérieur de l'entreprise, de leur donner d'autres opportunités, ces opportunités pouvant être effectivement basées sur le fait qu'on va les reformer sur d'autres sujets. Comprendre qu'il y a toute une partie de la population et partie de la jeune génération qui est prête à se former toute seule. Voilà, donc, et d'ailleurs, ce qu'ils veulent, c'est plutôt avoir des formations qu'ils choisissent et auxquelles ils s'adaptent. Ils n'ont plus particulièrement envie d'aller la même formation pour tout le monde, quel que soit le niveau initial de chacun. Donc, mettre à disposition, c'est ce qu'ils font déjà sur Internet, au travers de MOOC, au travers de formations diverses et variées, mais sans doute que sur les domaines qui sont spécifiques à l'entreprise, il faut être capable de leur mettre à disposition un environnement dans lequel ils vont choisir les sujets qui l'intéressent et sur lesquels ils vont se former. Alors sans doute que c'est aussi la responsabilité de l'entreprise d'essayer de les motiver sur les sujets qui vont aussi intéresser l'entreprise. Mais comprendre l'ensemble de ces sujets, comprendre l'attente et être capable d'anticiper ce que sont les aspirations de chacun et que quand quelqu'un a fait, on va dire, le tour du sujet, alors ça c'est plutôt vrai pour des équipes et des personnes qui ont des niveaux de formation plutôt élevés, mais être bien conscient, les accompagner, les aider à se développer et leur proposer d'autres opportunités, parce que si on ne le fait pas en interne, ils iront le faire en externe. Et puis vous disiez aussi offrir des packages d'avantages, une mutuelle, des tickets restaurants, des prises en charge d'une partie des frais d'essence, des abonnements SNCF. C'est aussi des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte justement sur des catégories d'emplois qui ne sont pas des cadres 4 sup. Alors, bien évidemment, et les accompagner, en particulier aujourd'hui, face à une problématique de pouvoir d'achat. Mais globalement, un des sujets qui est important et qu'on évoque régulièrement, c'est quelle est la marque employeur ? C'est-à-dire, et je pense que parfois un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs, ne font pas suffisamment connaître tout ce qu'elles ont de bien dans leur entreprise. Et aujourd'hui, c'est très important. Je vous dis, dans un monde où il faut convaincre un certain nombre de personnes que c'est dans l'entreprise qu'il faut venir et plutôt qu'ailleurs, il faut être capable
encore une fois, d'adapter, je dirais, ce que l'on est capable de proposer, et en termes de culture, et en termes d'engagement social, et en termes d'engagement écologique, et en termes, je dirais, de package, de façon à ce que, eh bien, donc, définir la stratégie, bien la faire connaître, de façon à ce que les gens soient capables de se projeter dans l'entreprise et aient aussi envie d'y rester. Vous parlez de marque employeur, c'est vrai que pour le coup, une entreprise aujourd'hui, le vivons heureux, vivons cachés, ça ne marche pas du tout. Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. La e-réputation, comme on dit, compte beaucoup. C'est-à-dire qu'un salarié aussi, son premier réflexe avant peut-être de répondre à une offre d'emploi, c'est de taper le nom de l'entreprise sur Internet. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, là encore une fois, c'est une tendance de fond, mais c'est vrai qu'aller voir, par exemple, sur un site comme Glassdoor, comment l'entreprise est notée, quels sont les commentaires qui sont associés à l'entreprise, ce sont des sujets qui sont importants et on le voit bien, nous, au travers de notre activité de recrutement. On peut contacter des candidats, ils disent « Ah oui, pourquoi pas, pour quelle entreprise ?» Bon, bah, très bien. Et puis quand vous les rencontrez en entretien, ils disent « Ah mais je suis allé, j'ai vu qu'il y avait tel et tel commentaire négatif. » Bon, ben, j'ai plein d'opportunités dans d'autres entreprises. Ben, non, ben, j'arrête avec celle-là. Entre guillemets, je ne veux pas en prendre le risque. Donc il faut être... Alors après, c'est un sujet complexe, hein, parce que là-dessus, vous avez plutôt les gens qui sont négatifs dans l'entreprise qui vont avoir plutôt tendance à se positionner là-dessus. Mais à la fin, il faut accepter ce phénomène. Il faut accepter que les entreprises soient évaluées de façon différente. Et de se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que, globalement, les salariés soient satisfaits de l'entreprise et que s'ils doivent s'exprimer, ils s'exprimeront plutôt positivement. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance de fond, alors là encore, très prégnante auprès des candidats plutôt cadres et plutôt fortement avec des niveaux d'études très importants, mais ça commence à arriver aussi y compris sur des cols bleus ou sur des employés, parce que, comme je l'ai dit, c'est extrêmement important, ou de plus en plus important pour les candidats, pour les salariés, de travailler dans une entreprise pour laquelle ils ont de la fierté. Voilà. Donc l'aspect alimentaire de la chose devient de moins en moins important. Ça reste important, et bien évidemment, je ne vais pas complètement décrier ce sujet-là, mais la fierté, être capable de parler positivement de son entreprise, ça devient un des critères majeurs, et ça peut être y compris un critère qui peut pousser soit des gens à ne pas venir dans l'entreprise, soit éventuellement la quitter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise dans ce contexte-là pour bien faire connaître quels sont tous les... Peut-être... De pile? Non, ça va aller. Donc, comment bien les faire connaître? Comment éventuellement les faire évoluer par rapport aux attentes pour faire en sorte que l'entreprise soit attractive, si possible, un peu plus que celle de son secteur ou de son bassin d'emploi, mais au minimum au même niveau. C'est vrai qu'en région Bretagne, on est sur beaucoup une activité agroalimentaire, agricole très forte. Donc vous parliez de col bleu tout à l'heure. Pour le coup, la digitalisation est donc primordiale, on vient de le dire. Maintenant, au-delà de ces constats-là, c'est ce qui ressort de l'étude, c'est aussi la transformation pérenne et de l'entreprise, et notamment sur des entreprises comme l'agro, où on attend, entre guillemets, je ne dirais pas dire une modernisation des outils, mais en tout cas un changement des outils pour que certains travaux qui ne trouvent pas preneurs dans les personnes en recherche d'emploi puissent peut-être passer sous des formes alors d'intelligence artificielle, d'automatisation, où là l'être humain existe encore, mais pas de la même manière. Alors peut-être en remarque liminaire, c'est vrai aussi, mais ça, c'est depuis qu'on a mis en place une loi sur ce sujet, c'est que dans cette notion « je veux être fier de ce que je fais », les gens ne veulent plus faire de métiers dits pénibles. Voilà. Et donc, et vous pouvez le noter, tous les métiers à connotation entre guillemets pénibles, c'est de plus en plus difficile d'attirer des personnes. Alors, c'est une tendance de fond depuis des décennies, mais il y a eu aussi une accélération qui est liée, je vous dis, moi, à mon sens, premièrement, avec cette loi qui avait été là pour essayer de définir des critères de pénibilité,
Et puis, je pense que le Covid a fait qu'un certain nombre de personnes, d'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure l'aspect hôtellerie-restauration sur la pénibilité liée au niveau des horaires, fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'attirer des gens pour faire des métiers pénibles. Qui peuvent être considérés comme pénibles. Donc il faut trouver des organisations du travail. Il faut éventuellement essayer bien sûr, je pense que la tendance sera de trouver des solutions pour que ces métiers soient moins pénibles. Je pense qu'entre autres, si on prend les métiers du bâtiment, c'est vrai que les métiers du bâtiment ont beaucoup travaillé pour faire en sorte que les personnels du bâtiment aient moins besoin de porter de charge. Donc ils les ont accompagnés sur beaucoup de sujets. Donc je pense que ça s'applique à toutes les entreprises. C'est comment est-ce que je suis capable, ou y compris à des gens qui vont rentrer et à qui on va faire, entre guillemets, faire des métiers qui vont être considérés comme pénibles, comment est-ce qu'on peut leur expliquer que demain leur métier sera moins pénible ou qu'il y aura des évolutions dans l'entreprise qui leur permettront de faire autre chose et de ne pas se projeter simplement sur ces métiers-là. Parce que de toute façon, il y a une évolution sociologique qui fait qu'il y a une demande importante pour, encore une fois, ce que je qualifie moins de pénibilité. Et là encore, alors c'est pas obligatoirement simple. Hein. Une fois qu'on a dit ça, c'est à chaque entreprise de dire comment est-ce que je suis capable de m'adapter à ce contexte-là. Et entre autres, et puis de voir quelle est sa difficulté aujourd'hui à recruter. Et s'il y a la difficulté, de toute façon, il faut qu'il y apporte des réponses. Parce que de toute façon, la situation ne va pas s'arranger d'elle-même. En même temps, s'il y a transformation, évolution, changement des métiers, des modes opératoires des métiers, peut-être qu'au niveau des RH aussi, on attend de regarder autrement le vivier de possibilités d'embauche, parce que pour le coup, ça vient me parler d'inclusion aussi. On parle peu de personnes en situation de handicap, des femmes, pour le coup, à quels certains postes n'étaient pas accessibles parce que vous le disiez, charges trop lourdes, pénibilité très physique. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui permettent d'avoir une égalité sur ces embauches-là. Aller chercher aussi, mais c'est ce qu'on fait beaucoup cet été, des populations migratoires aussi. Voilà, mais je pense notamment aux personnes handicapées qui ont parfois encore du mal à trouver un emploi avec des compétences égales, alors qu'on oublie qu'ils ont une facilité d'agilité et d'adaptabilité qui est sans doute un peu plus exacerbée qu'un valide, parce que justement elle a dû s'adapter à son handicap. Est-ce que ça ne va pas ouvrir un petit peu aussi les chakras de certains RH ? Je pense que le sujet, c'est pas tant les RH. C'est ensuite, il faut que les RH soient capables de convaincre les opérationnels. Vous avez raison. Bon. Donc c'est, je dirais, la bonne nouvelle dans l'ensemble de ce cadre-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est difficile de trouver les compétences, on est plus ouvert à de l'inclusion et à aller s'adresser à des viviers auxquels on n'avait pas l'habitude de s'adresser. Mais il ne faut pas négliger la transformation que ça représente dans les entreprises. Et nous, on le voit avec un certain nombre de RH ou de directions d'entreprise, donc qui partagent notre diagnostic, qui disent oui, il faut s'ouvrir à d'autres types de populations. Oui, ça va nécessiter un investissement plus important, mais c'est absolument indispensable pour avoir les talents dont on a besoin. Et donc ensuite, la difficulté, c'est qu'il faut être capable de convaincre aussi le management intermédiaire. Il faut peut-être aussi un certain nombre de fois adapter les objectifs, parce que si vous intégrez des gens qui, éventuellement, au début, sont un peu moins productifs et que vous donnez des objectifs de productivité extrêmement importants à votre management, alors vous êtes sûr que là, vous parlez des deux coins de la bouche et ça ne marche pas. Donc, il y a tout un travail à faire sur ce sujet. Et je pense que d'ailleurs, c'est l'enjeu majeur et c'est les échanges que nous avons avec donc le gouvernement ou les décideurs de ce pays, c'est si on veut, et c'est sans doute possible dans le contexte actuel de pénurie de compétences, passer de 7 à 5% de chômage, ça veut dire qu'il faut aller chercher des populations telles que vous évoquez, qui sont un peu plus éloignées de l'emploi, qui ont un certain nombre de freins d'accès à l'emploi. Alors ça peut être sur des sujets de transport, de maladie, de garde d'enfants, de handicap. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'accompagner ces publics-là pour essayer de lever les freins.
sans doute aussi accompagner du côté de l'entreprise, parce qu'on évoque l'insertion de travailleurs handicapés. Ça nécessite souvent aussi un travail d'adaptation au sein de l'entreprise pour pouvoir accueillir ces travailleurs handicapés et les accompagner sur la durée. Voilà, donc ça fait partie de tous les enjeux. Donc nous, on a décidé d'investir sur ce sujet. On a racheté, donc juste avant l'été, donc un cabinet de conseil, 450 personnes qui travaillent en support de Pôle emploi. Et vous évoquez par exemple les travailleurs handicapés, pour l'instant sous forme de pilotes, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons des équipes qui travaillent avec un pool, je crois, de 5000 travailleurs en situation de handicap pour les aider à s'insérer dans l'entreprise, pour accompagner les entreprises, pour les accueillir, et puis aussi, surtout pour continuer à faire en sorte que ceux qui sont à l'emploi le restent, parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a aussi beaucoup de travailleurs en situation de handicap qui ont un job et qui le quittent au bout d'un an parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc voilà, donc ça fait partie de tous les sujets sur lesquels il va falloir travailler et sur lesquels nous, on essaie de s'adapter. On a aujourd'hui, je crois, au travers de l'ensemble de notre réseau d'agences, de notre connaissance, une bonne compréhension de ce que sont les besoins des entreprises. On a maintenant la capacité d'aller chercher des publics qui sont plus éloignés de l'emploi. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse le lien entre les deux. Et sachant que, en tout cas, moi, je veux partager en tout cas notre diagnostic, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui aujourd'hui sont demandeurs d'emploi. Si on ne les accompagne pas, si on ne les aide pas à lever un certain nombre de freins, ce n'est pas éventuellement juste parce qu'on les touchera au portefeuille qu'on sera capable de les faire travailler. Donc il faut les accompagner, et je crois que c'est des politiques publiques qui vont être mises en place. Je pense, c'est ce que j'entends derrière le concept de France Travail. Bon, maintenant, il y a tout ça, il va falloir le mettre en place. En tout cas, nous, on s'organise pour être capable et de partir des besoins des entreprises et de partir de viviers de candidats auxquels il faut lever un certain nombre de freins. On a notre capacité à former pour être capable de faire le lien et d'apporter aux entreprises les compétences dont elles ont besoin. Beaucoup de changements à faire. Le business model a changé en période de plein emploi. Le rôle du dirigeant aussi qui évolue aussi dans son entreprise. Une espèce de mix entre de l'exigence, de la bienveillance. Ça, je pense que beaucoup ont déjà bien compris cet environnement. D'abord, il y a eu une évolution qui a été de comprendre que ce n'est pas parce qu'il y avait des taux de chômage importants dans ce pays que c'était facile de trouver les compétences dont l'entreprise a besoin. Et moi, j'étais marqué il y a 5-6 ans, un dirigeant d'entreprise qui me disait « Bon, c'est pas possible, enfin, en gros, on est nul. » Ben non, on n'est pas si nul que ça, c'est que c'est pas si simple que ça. Voilà, et je pense que c'est pour ça que nous, on essaye d'éclairer au travers de ces études, de ces partages, pour dire voilà le monde dans lequel on vit. Je crois que les dirigeants le comprennent. Ils ont besoin sans doute d'y passer encore un peu plus de temps, que leurs équipes leur amènent à mettre en œuvre des solutions. Je crois qu'ils sont de plus en plus ouverts et ont bien compris qu'il fallait qu'ils fassent mieux connaître leur entreprise et ce qu'elle pouvait apporter. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les études, beaucoup expriment qu'une de leurs difficultés majeures à développer leur entreprise, c'est l'accès aux compétences. Et donc, je pense qu'ils sont très ouverts au fait de dire qu'est-ce qu'il faut faire, même si, encore une fois, dans bon nombre de cas, les solutions ne sont pas obligatoirement simples. Mais il y en a. Il y en a et tout est relatif. La question, c'est est-ce que je suis capable de faire mieux que les gens avec lesquels je suis en concurrence, puisque on va être aussi, et dans bon nombre d'endroits, en concurrence pour attirer les talents. Donc là encore, ce n'est pas obligatoire d'être parfait, c'est d'être meilleur que ceux qui sont autour de vous pour pouvoir attirer ces talents. Donc on l'a bien vu, plus qu'une grande démission, c'est l'inverse. On est sur un basculement avec beaucoup de turnover, une vraie appétence pour le coup à travailler, elle est là. Donc les gens ne sont pas du tout sortis du monde du travail et du monde des actifs. Par contre, il va falloir effectivement s'adapter avec urgence pour certains, mais prendre le temps quand même des transformations. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. On voit aussi des opportunités. C'est passionnant. Voilà, en tout cas, pour nos métiers, c'est très exigeant aussi pour nous, parce que ça nécessite des transformations aussi majeures pour pouvoir s'adapter et apporter les bonnes solutions, mais c'est absolument passionnant. Est-ce que cette étude est un peu comme un livre blanc? Est-ce qu'on pourra la trouver quelque part Oui, alors, donc il y en a quelques-unes, et puis elle est disponible sur manpowergroup.fr.
Voilà, si ça intéresse les sur entreprises. entrepreneur.fr, le grand basculement, vous pouvez la télécharger, elle est à disposition. Voilà, c'est assez intéressant, ça donne à la fois les tendances et puis ça donne aussi les perspectives et des axes stratégiques à développer. Un grand merci, Monsieur Romillac. Merci à vous. Merci de votre écoute et bonne journée.